Salut à toutes et à tous, c'est TMK Foot, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, débrief du match qui vient d'avoir lieu entre le PSG et Tottenham en Ligue des Champions cette fois-ci, et pas en Super Coupe d'Europe ou je sais pas quoi. C'était entre guillemets un match qui a pas d'enjeu avec un trophée tout de suite en tout cas, mais un match qui est très intéressant, un match avec beaucoup de choses à dire à la fois et en même temps pas du tout. Et sans plus tarder, passons directement à l'introduction de cette vidéo. Alors on va commencer en disant d'abord les compositions de chacune des équipes, en voyant un petit peu les états de forme de chacune des équipes également. Ensuite, on va parler petit à petit du match, de certains joueurs, des performances qu'ils ont fait. Ensuite, on essayera, sur ce match, ça va être assez compliqué, mais on essayera de donner une conclusion de ce qu'on en pense de ce match. Est-ce qu'on en sort gagnant, perdant, ce qui s'est passé, indépendamment du score également. Donc, on va faire tout ça petit à petit. Alors, on va commencer avec une composition d'équipe. Et je suis content parce que les compositions d'équipe, déjà, la présentation de Tottenham, cette fois-ci, elle n'a pas été dégueulasse. Et je suis désolé, la dernière fois, j'ai carrément oublié de vous montrer la présentation des équipes, des compositions d'équipes du Havre. Mais cette fois-ci, je le ferai pour Tottenham. Et ça va. Comme je vous l'ai dit, moi, ils ont fait du ligne par ligne. Je vous le montre ici. C'est pas quelque chose qui me dérange, honnêtement, parce que quand tu fais un truc comme ça y est, globalement, on comprend ce que tu veux dire. Il n'y a pas de problème. Après, tu veux mettre les noms un peu aléatoirement, tu veux essayer de mettre des feintes. Il me semble qu'à un moment, le Bayern le faisait, si je dis pas de bêtises. Ce genre de truc, moi, ça me dérange pas. C'est peut-être qu'ils jouent sur la communication pour essayer de faire quelque chose tactiquement, pour essayer d'amener des feintes parfois. Ils peuvent en profiter pour moi, il n'y a pas de problème. Mais si tu fais des trucs où tu essaies de faire des trucs stylés, tu n'y arrives pas, c'est là que ça me pose problème. Bref, en dehors des compositions d'équipe, je vous la cite directement. Donc, du côté de Tottenham d'abord, on va commencer à l'envers cette fois-ci par les équipes extérieures. Je vous la lis en même temps parce que je la connais pas par cœur, très honnêtement. Il y avait donc Vicario Ocage, les latéraux c'était Pedro Porro et Jet Spence. En axe central, ils ont mis Archie Gray, ils l'ont redescendu défenseur central. Lui qui est polyvalent, on sait, il peut jouer un peu partout, milieu de terrain, latéral droit. Avec Mickey Van de Ven, le joueur très rapide sur FIFA. Christian Romero, excellent. Et le milieu de terrain, Bergwall, Bentancur, Matarsar, très très bon milieu de terrain. Et avec l'attaque, Richarlison et Colomoni. Donc franchement, leur équipe, globalement, ça va. Les joueurs qu'ils ont, voilà, j'ai pas envie de juger, mais c'est du niveau de Tottenham. Ça veut dire ce que ça veut dire, hormis le milieu de terrain qui est quand même bon. Et sinon, c'est du niveau de Tottenham. Voilà. Nous, de notre côté, PSG, bon, c'est un classique oui et non. Ça dépend comment on le voit. Mais j'ai bien aimé, encore une fois, la compo. Vraiment, la compo, en fait, c'est de façon générale, là, j'aime bien les compos de Luis Enrique. Elles sont intrigantes. Je vous l'ai dit petit à petit. 4-3-3 avec Ocage, Lucas Chevalier, ça bouge pas comme d'habitude. S'il avait mis un de gardien que Lucas Chevalier, là, ça aurait été choquant. Parce qu'on sait qu'il a mis dans le groupe un jeune qui s'appelle Martin James, si je dis pas de bêtises. Ça, c'était un peu étonnant, effectivement, mais sinon, on savait qu'il allait débuter le match, à part dinguerie, à part surprise incroyable de Luis Enrique, qui n'est pas impossible. Franchement, on s'attendait quand même à le voir, sachant qu'il avait fait un bon match contre Tottenham en Super Coupe, justement, quand il avait débuté. Il me semble que même c'était son premier match au PSG à Lucas Chevalier. Donc en défense, sinon, on a Nuno Mendes, Marquinhos, Pacho et Zaïre Emery latéral droit. Zaïre Emery latéral droit, comme je vous ai dit, il y a une vidéo spéciale qui sortira sur le latéral droit au PSG. Ce poste-là, on se posera des questions. J'y reviendrai, mais aujourd'hui quand même, je vais en parler, comme j'ai pas encore sorti la vidéo qui sortira très prochainement. Franchement, là, d'ici, allez, normalement demain, après-demain, grand max, la vidéo elle sortira. Donc je vais quand même me permettre de donner mon avis sur ce poste de latéral droit, notamment avec Zaïre Emery. Pas de façon globale, mais avec Zaïre Emery. Ce sera intéressant. Le milieu de terrain, sinon, c'est Neves, Vitinha, Fabien Ruiz, ça bouge pas. Et en attaque, on a Kvaratskhelia, Njantou et Bradley Barcola. Donc là, petite surprise quand même, c'est Njantou. Njantou déjà qui, moi franchement, quand je le voyais sur le terrain, c'est pas un joueur que je connaissais à la base, je le connaissais juste de nom un peu, je vois son visage. Mais ces derniers mois, quand je le voyais un petit peu faire des apparitions avec le PSG, je savais pas quel était son réel poste. Je savais pas si c'était... En fait, moi, je le voyais un peu comme un milieu de terrain, mais un joueur comme Thomas Müller. Thomas Müller, si on doit dire aujourd'hui son poste, vous allez me dire quoi? C'est un milieu de terrain, c'est un numéro 10, c'est un joueur de côté, c'est un numéro 9, un faux 9. Franchement, c'est très compliqué de dire quel est son poste. J'allais dire aujourd'hui, même si bon, il joue encore du côté de la MLS, mais Jantou, pour moi, c'est la même chose. C'est un joueur, tu peux pas me dire, ah ouais, lui, c'est ce poste et rien du tout. Par exemple, si je vous demande Pacho ou je vous demande Ramos, pour moi, qui sont les deux seuls joueurs au PSG qui ont un poste fixe et qui ne bougera pas. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des joueurs qui sont à un poste fixe qui ne bougera absolument pas. Sinon, Jantou, pour moi, il peut vraiment jouer milieu de terrain, il peut jouer 10, 8, ailier, 9, faux 9, et même peut-être encore d'autres postes auxquels j'ai pas encore pensé. J'allais dire numéro 6, on sait jamais avec Luis Enrique, mais franchement,
Avant ce match-là, puisque là aujourd'hui il m'a quand même impressionné et choqué, avant ce match-là, pour moi, N'Jantou, il pouvait jouer sur toute la première, enfin la deuxième moitié de terrain sur une compo. C'est-à-dire que vraiment tu mets n'importe quel poste, pour moi c'est la même chose. Sinon, globalement, le match, désolé, je vais pas faire un but par but ce qui s'est passé, puisque quand il y a eu 5-3 dans un match avec donc 8 buts, je peux pas parler de tous les buts. Je me rappelle même pas de eux tous, tellement il y en a eu dans tous les sens. Mais l'entame de match a été très bonne, elle a été très intéressante. Il s'est passé beaucoup de choses que j'ai beaucoup appréciées, que j'ai beaucoup aimé. Et autant pour Tottenham que pour le PSG, franchement, c'était un match très intéressant, très enrichissant. Et en quoi est-ce qu'il l'a été, justement? Bah, je trouve que les deux équipes, elles ont apporté beaucoup d'intensité. Elles ont vraiment essayé le plus possible de jouer leur jeu. Elles ne se sont pas cachées, elles ne se sont pas dit, bon les gars, là on a un score, on a 6 et on se cache. Non, c'est la Ligue des Champions, tu essaies de montrer que tu es le meilleur. Nous, de notre côté, on doit défendre notre titre de justement champion d'Europe. Et oui, l'étoile, c'est pas pour rien quand même. Mais donc maintenant, on doit montrer qu'on est des puissants. Nous, on est obligé de le faire. Forcément, le PSG, il n'y a pas le choix. Mais du côté de Tottenham, ils auraient pu quand même choisir le choix de la tactique, de la facilité, on va dire, et faire genre, ils font que défendre. Bon, déjà, même si c'était un 5-3-2, c'est ça? Je regarde la compo un petit instant. C'était un 5-3-2. Donc, ils auraient pu se dire, bon, les gars, on fait que défendre. Si on arrive à gagner 1-0, 2-1, on reste comme ça, ok, il n'y a pas de problème. Non. Ils ont continué, continué, continué. Même si les buts qu'ils ont mis, je trouve, c'est beaucoup par surprise. C'est limite des contre-attaques, c'est du spam. En fait, le match, très honnêtement, ça m'a fait penser à un match, avec tout le respect, à un match FIFA. Ça va dans tous les sens, il y a des buts de tous les côtés. C'est pas forcément construit de façon parfaite, la tactique, comment ça se passe et tout. T'arrives pas forcément derrière, par exemple, comme moi, j'arrive pas forcément à mener une belle analyse de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, le pourquoi du comment ça se passe. Et franchement, par exemple, les premiers buts qu'ils mettent, enfin, les buts que Tottenham mettent, je me dis que c'est plus des buts à cause du PSG que des buts de Tottenham, parce qu'ils ont réussi à faire quelque chose. Peut-être que c'est comme ça qu'ils jouent de façon générale, et je ne les regarde pas tous les week-ends en Première Ligue. Mais sur les buts qu'on s'est pris, je me suis vraiment dit, ah ouais, c'est dommage. On aurait pu quand même faire quelque chose. Ok, parfois, par exemple, le premier but, si je dis pas de bêtises, de Kolo Muani où derrière Marquinhos, il touche avec la tête. Bon, c'était très compliqué, mais avant ça, si on était bien placé, si on arrivait à bien anticiper ce qu'ils allaient faire et notre défense, tout était bien placé, les milieux étaient revenus, etc., peut-être qu'on ne se serait pas pris ce but. Au final, heureusement, ça n'a pas joué sur le match en tant que tel, mais c'est ce genre de choses justement qui fait la différence et qui fait que je me dis, en fait, c'est plus le PSG qui s'est tiré une balle dans le pied tout seul que Tottenham qui nous a fait quelque chose qui nous a vraiment fait du mal. Honnêtement, c'est mon avis. Attention, et je dis pas que Tottenham a fait un mauvais match, je dis pas que Tottenham a fait un match où c'était n'importe quoi, que c'est un coup de chance qu'ils ont mis les buts qu'ils auraient pas dû mettre. Absolument pas. Absolument pas. Les buts qu'ils ont mis, ils méritaient de les mettre. Les buts qu'ils ont mis, c'est à cause du PSG. C'est ça juste que je veux dire. Remarquez bien la différence. Sinon, de façon générale, le match, c'était un match intéressant, un bon match. Vitinha, par exemple, il a fait un bon match, un très très bon match. Et comme je l'ai dit également dans mes TikTok, n'hésitez pas à aller les voir. Vraiment, il méritait d'être homme du match. Kvara également aurait pu être homme du match. J'en ai pas du tout parlé malheureusement sur mes réseaux, mais Fabien Ruiz, qu'est-ce qu'il a fait comme match? Qu'est-ce qu'il a fait comme match? C'était magnifique. C'était en fait, Fabien Ruiz, quand tu vois ce match-là, si tu regardes que ce match et t'as jamais vu ce mec de toute ta vie, tu te dis, mais attends, ce mec, c'est l'un des meilleurs footballeurs actuels de la période moderne. Tellement en fait, il a fait trop de choses propres, trop de choses discrètes, trop de choses importantes qui ont fait que derrière le match il s'est déroulé tel qu'il s'est déroulé en dehors de son but. J'avais même oublié son but très honnêtement parce que c'est pas le plus important quand j'ai pensé à son match, c'est tout ce qu'il a fait, son sens du placement, comment il organise le jeu, comment il fait ses passes, comment à certains moments il vient proposer. De façon générale, c'était très très bon. Et quand je parle de ça, j'ai automatiquement envie de parler d'un autre joueur, même si c'est pas au même poste, mais vous allez comprendre, c'est Warren Zaïre-Emery. Warren Zaïre-Emery, c'est pas la première fois. Moi, je suis pas étonné par ce joueur-là parce que honnêtement, je le sais. Quand tu regardes Warren Zaïre-Emery depuis ses débuts, ce genre de joueur, quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que tu les suis, ça y est. Au bout d'un moment, c'est pas que ça te fait plus rien, pas du tout. C'est un joueur que je kiffe énormément, mais c'est un joueur, t'es pas impressionné par le fait qu'il puisse atteindre ce niveau-là, qu'il puisse être capable d'avoir ce statut, ce rôle, ces fonctions-là. Pourquoi? Parce que tu l'as déjà vu faire certaines choses, tu te dis, ah mais en fait, si on le mettait si on lui, justement, on le mettait dans un certain contexte qui lui permettait davantage de profiter de ces choses-là, davantage de vraiment solliciter certains rôles qu'il a déjà et aller au bout du bout et les développer le plus possible. Bah, ça peut être intéressant. Attention, je dis pas qu'il est encore fini dans son développement et dans le joueur qu'il est, Zaïre Emery. Mais quand tu vois ce genre de choses, tu te dis, waouh, il est très fort. Et de quoi je parle? Je parle du fait que Zaïre Emery, pour moi, en fait, il a une qualité immense de pouvoir jouer
sur le côté droit, sur le couloir droit de façon générale. Vraiment, en fait, je le vois comme un mini Valverde. C'est un joueur qui est très polyvalent, il peut faire beaucoup de choses. Et par exemple, Valverde, quand on le mettait ailier droit au Real Madrid, c'est pas un ailier droit comme tu peux avoir Mbappé, c'est pas un ailier droit comme tu peux avoir d'autres joueurs, un Lamine Yamal par exemple. Tu leur demandes absolument pas la même chose. Mais tu peux le mettre ailier droit et c'est pas étonnant. Pour moi, Zaïre Emery, si demain tu le mets ailier droit au PSG, ce serait pas étonnant. Tu lui demanderais évidemment pas la même chose que par exemple un Désiré Doué ou un Kanguini ce soir. Mais en tout cas, dans certains matchs, dans certaines tactiques, si tu as besoin de le faire, tu pourras le faire. En tout cas, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est faisable et j'en ai aucun doute que Luis Enrique y a au moins pensé. Peut-être que ça arrivera prochainement. J'espère que ça arrivera même dès cette saison, qu'on pourra le voir, ne serait-ce qu'en Coupe de France, où malheureusement, ça nous arrive beaucoup d'avoir des matchs à faire face à des blocs bas. Donc peut-être que là, on pourra le voir, mais vraiment, pour moi, Zaïre Emery, comme je l'ai dit, je développerai longuement sur lui, mais c'est un joueur de couloir droit. Il peut même jouer à l'avenir peut-être piston, mais c'est quelque chose de très très intéressant à développer avec lui parce que quand je dis piston, c'est quand tu vois sur le match, tu te dis, t'es pas forcément inquiet que Hakimi soit pas là. Pourquoi t'as Zaïre Emery? Zaïre Emery, c'est un joueur sur le couloir droit de façon générale, pas que latéral droit, hein, je précise. Sur le couloir droit, il peut faire beaucoup de choses. Et tu te dis, ok, si un jour Hakimi venait à ne plus être au PSG. Si un jour tu as besoin de changer, tu as besoin de faire un 3-5-2, tu as besoin d'avoir des pistons sur les côtés. Bah, Nuno Mendes, on sait qu'il peut jouer piston parce que il a le coffre, il sait défendre, il sait attaquer, il sait tout faire, donc c'est nickel. De l'autre côté, tu as un Zaïre Emery qui n'est pas comme Nuno Mendes, mais qui peut largement compenser, qui peut faire des choses évidemment différentes, pas forcément meilleures, mais différentes de ce que faisait Achraf Hakimi et de ce que fait Achraf Hakimi au PSG. Parlons pas comme s'il était déjà parti, mais pour moi, il peut apporter des choses très très différentes et très très innovantes et intéressantes au PSG qu'on n'a pas encore vu. Vraiment, ça peut être une mini révolution, franchement, et qui fait que derrière, il y a beaucoup de matchs qu'on perd bêtement, qu'on peut gagner justement grâce à ce changement de poste de Zaïre Emery. Sur le fait qu'il soit couloir droit, pour moi, les vieux matchs qu'on perd bêtement au PSG, surtout en Ligue 1, les vieux matchs où, enfin, les vieux buts qu'on se prend de façon générale, hors compétition, tout confondu, je trouve que c'est quelque chose qu'on pourra éviter grâce à Zaïre Emery désormais si il continue à le mettre à ce poste-là, Luis Enrique. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose de très fort et très bien. Sinon, pour parler du match, encore une fois, globalement, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah euh, franchement, autre chose, c'est le penalty de Vitinha. Vitinha, il m'a fait plaisir sur son penalty. Enfin, en fait, Vitinha, comme je crois, je l'ai déjà dit dans mes débriefs, c'est sûr, tellement ça m'effraie. Vitinha, quand il tire ses penalties, dites-vous que j'ai autant peur que le gardien qui se mange le penalty. Parce qu'au final, oui, il se mange inévitablement un penalty. Parce que Vitinha, quand il tire ses penalties, d'habitude, ce psychopathe, il fait quoi? Il regarde droit dans les yeux le gardien. Il regarde pas le ballon, il regarde pas les spectateurs, il regarde pas les joueurs. Il regarde uniquement sa cible. Sa cible, c'est quoi? C'est le gardien. Il est en train de lui montrer droit dans les yeux, frérot, je vais t'atomiser, tu vas rien faire, tu vas pas pouvoir arrêter ce but. Donc il est en train de rentrer dans le mental du gardien à un point qu'on n'imagine même pas, je pense. Vraiment, ça, c'est quelque chose de super fort chez lui. Et j'ai trouvé que justement aujourd'hui, il a changé de façon de faire. Il a tiré en allant vraiment très vite. Il n'a pas regardé le gardien, il a un peu esquivé. Je ne sais pas pourquoi. Mais au final, ça nous a fait réussir le match. Ça nous a fait que justement Vitinha, derrière, il met un triplé. Magnifique triplé. Et même en dehors du triplé, Vitinha il a fait un match magnifique. Et je tiens à revenir sur les buts que Vitinha a mis. J'en ai parlé également dans mes TikTok que vous pouvez aller voir. Vitinha, je trouve que c'est très fort parce que les buts qu'il mettait avant ça au PSG, si vous vous souvenez très bien, c'est la saison après que Messi y part, où Vitinha en Ligue des Champions notamment, vraiment il y a une période où il enchaîne facile 5-6 buts comme ça qu'il met à plusieurs matchs, si je ne me trompe pas, même contre Marseille et ensuite en Ligue des Champions, etc. Il enchaîne, il met beaucoup de buts et c'est souvent le même genre de but qu'il mettait. C'était quoi? Des buts de loin, des pétards, des buts en dehors de la surface de réparation, des buts un peu à la Ruben Neves. C'était vraiment des grosses frappes et c'est pas les quand tu imagines le but, et si on te cache le jeu, on te dit c'est qui, le premier joueur qui te vient en tête, c'est pas forcément Vitinha. Donc là, le fait qu'il mette ce genre de but à l'ancienne, c'était étonnant. Et ensuite, il a eu sa période où je pense que justement les équipes, les tactiques, les défenses, les coachs ont appris comment Vitinha jouait, comment Vitinha frappait. Donc malheureusement, par exemple, l'année dernière, il a beaucoup tenté, mais il n'a pas mis autant de buts que ça. Et c'était pas de sa faute. Et je le disais dans beaucoup de mes débriefs, dans les vidéos d'avant-match, je disais Vitinha, je le vois bien buteur, et ça lui arrivait pas souvent. Je pense que parce que les équipes avaient cerné son jeu et qu'il a su justement se transformer, moins tirer, laisser les autres tirer, et justement pour choquer l'adversaire, pour qu'il s'y attende pas, en fait, qu'il soit pris au dépourvu, il soit là en mode mais attends, est-ce qu'il va tirer, est-ce qu'il va faire la passe, est-ce qu'il va nous dribbler, est-ce qu'il va lober, qu'est-ce qu'il va faire, on sait pas.
Parce que c'est le nouveau Vitinha, justement, que tu connais pas encore. C'est le Vitinha 2025, bientôt 2026. Donc ça, c'était incroyable. Et là, justement, le fait qu'il mette des buts très, très, comme je l'ai dit dans mon TikTok, élégants, des buts à son image, des buts dans le style de jeu de Vitinha que tu aurais pu imaginer et qu'il les mette maintenant pour de vrai, ça, je trouve ça dingue. C'est déjà non seulement c'est magnifique à voir, c'est trop plaisant pour le jeu, que tu sois supporter du PSG ou non. Donc ça, c'est fabuleux. Même pied gauche, pied droit, enroulé, des feintes, en veux-tu, en voilà. Ça, j'ai trouvé ça magnifique. Mais le fait qu'il puisse justement changer ce style de frappe qu'il a, voilà, qu'on puisse voir une nouvelle palette chez lui, comme on a pu voir avec João Neves justement en sélection où il sait tirer les coups francs, ça c'est quelque chose de pas mal. Tu dis, ah ok, il a un arc de plus à sa flèche. Enfin, l'inverse. Vous m'avez compris, peu importe. Il a une flèche de plus à son arc. Tu dis, waouh, c'est incroyable. Il est capable de faire ce genre de choses, Vitinha. Enfin, déjà, pour moi, Vitinha, je trouvais que dans le débat Pedri, j'en profite vite fait pour en parler. Dans le débat Pedri-Vitinha, je trouve que Vitinha, il n'est pas forcément meilleur que Pedri, mais il est plus complet que Pedri. Et justement, le fait de voir ce genre de choses, ça me fait davantage confirmer mon idée que Vitinha est davantage complet. Parce que Pedri, il sait faire quelque chose. À mon sens, il sait faire qu'une seule véritable chose, il a qu'un seul véritable rôle qu'il fait super bien, mais il ne sait faire que ça. Alors que Vitinha, tu lui demandes d'être 6, tu lui demandes d'être 8, tu lui demandes d'être 10, tu lui demandes d'être ailier, il peut beaucoup plus te les faire. Évidemment, Pedri, à un moment, a également joué ailier. Faut pas le retirer, mais Vitinha, pour moi, il sait faire tellement de choses qu'en fait, je le mets au-dessus. Je le préfère en tout cas. Subjectivement, je le préfère, voilà, je le dis. Je suis fan du PSG, je préfère Vitinha. Que vous le vouliez ou non, ça c'est quelque chose qui ne changera pas. Voilà, c'est si demain on me demande d'échanger Vitinha contre Pedri, jamais de la vie je le fais. Parce que Vitinha, il fait justement ce genre de choses que Pedri ne fait pas. Et attention, Pedri est capable de faire des choses que Vitinha fait, mais Vitinha est capable de faire toutes les choses que Pedri fait. Ça, c'est quelque chose à noter. Peut-être qu'il ne le fera pas aussi bien, aussi parfaitement, mais moi, ça ne me dérange pas un mec qui fait pas du 10 sur 10 à chaque fois, mais qui fait du 8 sur 10. Du 8 sur 10 à chaque fois, dans chacune de tes passes, tes contrôles, ta vision de jeu, ton toucher de balle, quand tu écartes la balle, quand tu relances la balle, derrière, devant, tu sais comment gérer, tu vois tout. Je préfère largement un mec comme ça. Parce que sur la régularité, à long terme, tu vas voir que ça va beaucoup plus t'apporter. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Et le fait que Vitinha soit là, comme je l'ai dit, le milieu de terrain de façon générale, c'est quelque chose de très, 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 très important qui nous a beaucoup aidé. Djantou, de façon générale, j'en profite aussi pour en parler. Djantou, il m'a beaucoup choqué. Djantou, franchement, sur les matchs, j'ai repensé à un tweet quand je l'ai vu, les matchs précédents en tout cas. J'avais vu un tweet, je vous le mettrai juste ici. C'était Lukaku, quand il joue, on dirait qu'il porte une sacoche sur lui. Dans le sens où quand il joue, en fait, on dirait qu'il n'est pas à l'aise, il a un truc sur lui, on ne sait pas ce qu'il fait. Et moi, j'aimais bien ce côté-là un peu foufou de Njantou. Mais aujourd'hui, ce que j'ai vu, il m'a choqué. J'ai plus rien à dire, je suis désolé, il m'a choqué. Tu vois qu'il a un contrôle de balle, un toucher de balle. Justement, le but que Vitinha y met, le premier, ça vient de lui, c'est lui la passe D, justement, c'est sa première passe D dans sa première titularisation au PSG, donc ça fait plaisir également. Tu vois qu'il est capable de faire des choses. Quand tu vois justement des petits qui poussent comme ça, des titis qui poussent, ça fait énormément plaisir. On a eu Zaire Emery, on a eu Mayoulou, maintenant il y a lui. C'est incroyable, c'est impeccable. Et je sais qu'il y en a encore plein d'autres qui sont en train de venir. Cette saison, j'espère qu'on va en découvrir au moins encore un ou deux, ça me ferait plaisir. Même pendant les matchs de Coupe de France, ça ne me dérange pas qu'ils jouent 10-15 minutes, mais au moins qu'on puisse voir encore de nouveaux titis. Et vraiment, je ne doute pas de Luis Enrique là-dessus, qui puisse justement les faire jouer, ça ferait beaucoup de bien et de plaisir. Mais c'est quelque chose de très important. Et à noter que justement, il était titulaire à la place de Gonzalo Ramos. Donc là, tu envoies un message très très fort à Gonzalo Ramos en lui disant, regarde, il y a un petit, il a que 18 ans. J'ai vérifié tout à l'heure, il a que 18 ans. Il est numéro 9 à ta place en Ligue des Champions contre Tottenham. Ça, vraiment, c'est un message très fort qu'il envoie à Gonzalo Ramos. On le savait déjà, mais pour moi, c'est la confirmation. Ça y est, c'est officiel, même on peut quasiment le dire. Gonzalo Ramos, c'est un joueur remplaçant. C'est un super sub. Il est là que pour ça. Malheureusement, ça me fait énormément de mal de le dire, mais je pense que ça y est, c'est le cas. Ce sera jamais un joueur qui marquera l'histoire du PSG en tant que titulaire. Il a déjà marqué l'histoire du PSG, ça c'est sûr et certain, mais en titulaire, en numéro 9, quand on peut imaginer par exemple Haaland à City, ce genre de truc, pour moi malheureusement c'est mort, c'est plus possible. Donc je pense même que ça signe le départ de Gonzalo Ramos, peut-être pas cet hiver quand même, mais cet été du PSG, parce que je ne le vois pas continuer comme ça à bientôt 24-25 ans, être encore remplaçant au PSG, alors que, par exemple, on l'a vu, il y avait des rumeurs cet été de transfert à Milan, ce genre de club, où il pourrait être facilement, on va dire, titulaire. Je ne dis pas indiscutable, mais au moins titulaire. Pour lui, ça peut être très intéressant d'aller dans ce genre de championnat, ce genre d'équipes qui ne sont pas non plus mauvaises. AC Milan, ça reste une très très grande équipe. Donc voilà, pouvoir jouer encore le championnat, des coupes, des trophées, aller gagner sa place de titulaire avec le Portugal, ce genre de choses, ça peut être très intéressant pour lui. Donc
franchement, pour moi, ça ne me dérangerait pas. Et en dehors de ça, sinon, le match, de façon générale, la défense, il faut qu'elle se gère. La défense, il faut vraiment qu'elle réussisse à se gérer, se comprendre, être concentrée pendant 86 minutes. Ça n'a pas toujours été le cas, malheureusement. On a eu du mal. Tottenham a bien réussi à gérer et à cerner justement les trous, les manquements qu'on avait. Mais sinon, en dehors de ça, globalement, on a fait un bon match. On a essayé de donner du nôtre. Franchement, le match, si je devais noter notre performance, je mettrais un 5,5 ou un 6 sur 10. Je ne peux pas mettre plus que ça parce que non plus ce qu'on a fait, c'était pas au niveau. Mais je ne mettrais pas non plus comme si on avait fait un mauvais match style 3 ou 4 sur 10. Il ne faut pas non plus abuser. Mais s'il y a de bonnes choses à voir, mais malheureusement, je suis désolé, et je pense que ça se voit même pendant le débrief, un match où il y a 8 buts, et que ce soit nous qui mettons 8 buts, qu'on se prenne 8 buts, ou qui est justement un 5-3 par exemple, c'est pas la même façon d'analyser un match et de le regarder que s'il y a un 2-0, 3-0. Pour moi, quand il y a plus de 4 buts dans un match, c'est difficile d'avoir une analyse 100% rationnelle, 100% être dans l'analyse. Non, il y a aussi des émotions et c'est aussi ça le football. C'est propre à chacun, la façon déjà dont on voit et on comprend le football, ça c'est une chose. Mais essayer d'analyser, essayer de rationaliser tout le temps le football, alors que parfois il faut juste kiffer et se dire, ah ok, il y a eu un match, c'était kiffant, il y a eu des buts incroyables, ça allait dans tous les sens. Ce qu'on a vu et on a kiffé. Au final, en plus, on gagne le match, on savait qu'on était au-dessus, donc il n'y a pas à paniquer, tranquille, on repart avec les 3 points. Parfois, il faut avoir juste ce genre de réflexion et pour moi, c'est le plus important. Ce sera ma conclusion sur ce match. Je ne vais pas plus terminer une des deux équipes ou essayer de rationaliser. Comme je vous ai dit, l'important c'est de kiffer. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'était TMK Foot. On se dit à une prochaine. La vidéo sur le latéral droit, comme je vous dis, le poste de latéral droit arrive prochainement. Merci de m'avoir écouté. Salut et bonne soirée.